Bismillah. Le Congrès international d'astrophysique venait de s'ouvrir à Genève par un long exposé du professeur Dubasc, qui dirigeait le Centre d'études et de recherche de Berne. Ce congrès rassemblait les plus hautes personnalités du monde et avait pour but de faire le point sur les découvertes des savants et sur les axes principaux de leurs travaux. De très nombreux journaux avaient délégué leurs reporters les plus connus et les télévisions avaient répondu présents à cet événement. Chacun attendait une annonce exceptionnelle. On parlait de plus en plus dans les médias de forces occultes, de puissances venant d'une autre partie de l'univers, de galaxies se rencontrant et explosant à des vitesses folles. Les astrophysiciens pouvaient répondre du moins en partie aux questions posées. Le rapport d'introduction du professeur Dubasc avait déçu les journalistes présents car il ne contenait rien de sensationnel. Il était fait mention des progrès réalisés dans de nombreux domaines, des efforts méritoires de certains chercheurs, de moyens nouveaux dont disposaient maintenant certains observatoires, mais tout cela était connu de presque tout le monde. Cette banalisation contrastait avec les espoirs entretenus par des déclarations d'avant-congrès formulées par le jeune professeur Dalgrange, directeur des études au Centre d'astrophysique de Glandwey, en Grande-Bretagne. Accompagné de sa charmante collaboratrice, il dit Atoud, une jeune fille de 25 ans à la mémoire et aux capacités formidables qui avait ébloui tous ses interlocuteurs. Les deux scientifiques avaient annoncé ce congrès marquera une étape décisive dans la connaissance d'un monde qui nous est jusqu'à présent inconnu. Nous arrivons à l'aube d'une ère nouvelle, aussi importante pour l'humanité que la découverte du feu ou que l'âge du fer et du bronze. Attendez-vous à du sensationnel qui dépassera tout ce que vous avez ou vous aurez pu imaginer. Vous serez surpris par l'étendue de ce que nous aurons à révéler. Ces déclarations faites par des sommités reconnues dans le monde entier avaient stupéfait nombre de commentateurs avertis qui s'étaient demandé si les deux chercheurs n'avaient pas été trop loin dans leur dialogue avec la presse. Mais le professeur Dalgrange, malgré son jeune âge, il avait à peine 32 ans, passait pour un homme extrêmement sérieux qui ne prononçait pas des paroles en l'air. Alors, qu'est-ce que tout cela signifiait? Le mystère s'épaissit le jour de l'ouverture du congrès, car les deux personnalités, objets des plus folles sollicitations, n'apparurent pas à la tribune. Beaucoup crurent à une manœuvre, puis à un retard dû à la circulation genevoise. Mais finalement, vers les 11 heures du matin, chacun dut se rendre à l'évidence. Dalgrange et Atoud n'assisteraient pas au début de cette réunion. Les organisateurs téléphonèrent à leur hôtel, mais on leur apprit que les deux savants anglais en étaient partis vers les 9 heures, comme cela était prévu initialement. Des recherches furent entreprises, mais en vain. Au milieu de l'après-midi, une chose était certaine, ils étaient introuvables. La police enquêta durant près de 4 heures, mais sans découvrir la moindre trace des professeurs. Personne ne les avait vus depuis leur sortie de l'hôtel. Se cachaient-ils ou avaient-ils subi une loi implacable pour les obliger à se taire? À cette question, personne n'était en mesure de répondre. Le soir, dans les agences de presse, au siège de toutes les organisations internationales et dans le bureau de police, on ne parla que de cette étrange disparition qui intriguait et inquiétait un peu tout le monde. Le docteur Latier, qui dirigeait l'école d'astrophysique de Moulins, s'interrogeait lui aussi en regagnant son hôtel. Il connaissait très bien le professeur Dalgrange et encore mieux, il dit Atoud, qu'il avait rencontré 2 ans auparavant au cours d'une conférence européenne sur les phénomènes inexpliqués. Les deux jeunes gens s'étaient plu et avaient décidé de se marier dans 1 mois et demi. L'annonce devait en être faite au cours de ce congrès. Il dit lui avait paru ces derniers temps nerveuse, préoccupée, mais il n'avait pas réussi à savoir pourquoi. Il prenait la clé de sa chambre quand le maître d'hôtel se dirigea vers lui. On m'a prié de vous remettre ce papier, dit-il. Paul Latier défit la feuille pliée en 4 que l'homme lui tendait et lut. Viens au bistrot du lac dès que tu le pourras, mais surtout ne te fais remarquer de personne. C'est d'une extrême importance. C'était signé, il dit. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? S'agissait-il d'une plaisanterie de mauvais goût? Pourtant, il reconnaissait l'écriture petite et ciselée de sa fiancée. Il monta dans sa chambre, se changea puis décida de se rendre à ce bien curieux rendez-vous.
Au fond du bar, il aperçut Dalgange et il dit: Elles avaient totalement modifié leur physionomie, le professeur anglais avait rasé sa moustache et pourtant de grosses lunettes, tandis que la jeune fille avait mis une perruque qui changeait profondément la forme de sa silhouette. Il éprouva d'ailleurs des difficultés à les reconnaître. Il s'assit à leur table et hocha la tête. C'est une blague, dit-il. Il s'agit d'une affaire on ne peut plus sérieuse, l'interrompit Dalgange. Il se passe des choses inouïes. La terre est en danger. Paul écarquilla les yeux. Il avait le sentiment de rêver. Ce savant sérieux et avisé ne pouvait prononcer de telles énormités. C'est exact, mon chéri, il dit. Il faut que tu nous croies. Nous avons découvert tout à fait par hasard qu'une civilisation très puissante envisage de coloniser notre planète. Et comment ? Par le chemin le plus simple, en se posant sur notre sol et avec la complicité de tous les centres d'astrophysique du globe. Le docteur français ne comprenait plus rien à ce que racontaient ses deux collègues. Il commençait à les prendre pour des fous. Tu veux dire que tous les chercheurs du monde entier collaborent avec une force extraterrestre ? Mais pourquoi feraient-ils cela ? Ils aiment leurs astres. Justement, répondit Dalgange. Eux aiment leurs astres, mais il ne s'agit pas d'eux. Ce que nous avons découvert tient en peu de mots. Les membres du Congrès international d'astrophysique sont pour la plupart des androïdes. Les véritables savants ont disparu et nous ne savons pas où ils se trouvent. Comme nous ne savons que peu de choses de la civilisation qui veut nous coloniser. Ce dont nous sommes absolument certains, c'est qu'en tenant les rênes des observatoires, ils disposeront des moyens de faire atterrir sans difficulté leurs aéronefs sur notre sol. Paul regarda fixement ses deux interlocuteurs, puis se mordit les lèvres. Il cherchait à se rendre compte si ses amis se moquaient de lui, mais non. Il semblait vraiment sérieux. Surtout, il dit qu'il ne lui aurait pas joué un tour aussi stupide. Tout cela était tellement inattendu. Et pourquoi ne sommes-nous pas concernés ? Demanda-t-il. Nous le sommes, assura le professeur anglais. J'ai réussi à m'échapper il y a 12 jours d'un de leurs camps alors qu'ils commençaient à dessiner un androïde qui me ressemblait en tout point. Ces robots sont dotés de mémoires fabuleuses qui emmagasinent toutes nos données. Il est quasiment impossible de se rendre compte de la différence. J'ai appris un certain nombre de choses durant mon séjour et ces choses ne sont pas rassurantes. Il dit, posa la main sur le bras de son fiancé. Mon chéri, nous sommes sûrs de ce que nous disons, souffla-t-elle. Cette civilisation s'est introduite dans notre monde grâce à deux aéronefs dont la vitesse d'approche formidable leur permettait de déjouer la surveillance de nos radars, mais pour faire venir leurs gros porteurs moins rapides. Il leur faut posséder les commandes des observatoires et des centres de recherche, d'où leur politique d'automatisation. De nombreux responsables sont déjà des androïdes et il est possible qu'aujourd'hui ou que demain, tu sois enlevé à ton tour. Tu serais remplacé à la tête de moulin par un androïde. Si ce que disait Hildy était vrai, la situation s'avérait d'une extrême gravité, car il serait très difficile de prouver que les savants incriminés n'étaient pas de véritables terriens. Celui qui lancerait une telle accusation serait enfermé dans un asile psychiatrique. Les extraterrestres pourraient en toute tranquillité gouverner les centres de recherche et faire atterrir leurs engins. Quand la Terre se réveillerait, elle serait sous la coupe implacable d'inconnus dont les motivations ne devaient pas être très louables. Paul avait, comme beaucoup de ses collègues, envisagé l'hypothèse d'une confirmation avec des êtres venus d'un autre monde, et ils avaient espéré que, par-delà leurs divergences, leurs antagonismes, leurs conflits d'intérêts, les habitants de la planète bleue se mobiliseraient pour repousser l'envahisseur. Mais à aucun moment, ils n'avaient imaginé que la Terre serait minée de l'intérieur, vaincue avant même d'avoir réellement combattu. Cette menace était terrifiante. « Savez-vous où ils ont atterri » demanda-t-il. « Je connais l'endroit exact où se trouve une de leurs deux navettes, répondit Dalgange. C'est près de là que j'ai été enfermé. Il faudrait peut-être avertir les autorités, proposa Paul. Impossible pour plusieurs raisons. La première, qui nous croirait. Avant que nous arrivions sur les lieux, leur appareil aurait disparu. La deuxième, c'est que nous ignorons tout du sort réservé à nos collègues. Tant que nous ne les aurons pas retrouvés, nous ne pourrons agir efficacement. Mais si nous prenons des initiatives, nous, en tant qu'individus, nous pourrons peut-être aboutir, questionna le docteur Latier. Nous ne pouvons quand même pas rester les bras croisés. Dalgange réfléchit quelques secondes, puis hocha affirmativement la tête. Vous avez peut-être raison, dit-il. Je suis d'accord.
Si nous ne bougeons pas, nous serons un jour ou l'autre rattrapés par ces envahisseurs. Au début, j'ai pensé alerter l'opinion publique à travers ce congrès d'astrophysique. Mais je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais raconter ce que je sais. Nous partirons demain matin. L'endroit où ils ont atterri se trouve dans les Alpes. Les trois amis se cachèrent durant la nuit, car ils étaient convaincus que leurs ennemis devaient les rechercher, puis ils se mirent en route alors que le soleil se levait à peine. Ils utilisèrent la voiture de location de Paul et empruntèrent des petites routes qui serpentaient dans la montagne. Ils roulèrent durant plusieurs heures, puis Dalgange demanda au docteur de s'arrêter et de se garer dans un coin retiré. Nous ne sommes pas loin, affirma-t-il. Il vaut mieux faire le reste du chemin à pied. Ils abandonnèrent le véhicule et marchèrent dans une forêt, puis le professeur anglais repéra certaines traces laissées sur le sentier. Je les ai faites pour être certain de retrouver ma piste, expliqua-t-il. Ils continuèrent à avancer, un peu plus lentement. Ils entendirent alors comme un sifflement très aigu. À la limite du supportable, nous sommes arrivés, sursauta Dalgange. C'est le même bruit que j'avais entendu au moment de mon internement, puis quand je me suis libéré. Ils coupèrent à travers bois et parvinrent devant un espace découvert, rocailleux. Il n'y avait aucune habitation, mais le sifflement était toujours autant perceptible. Le professeur anglais réfléchit, se concentra. Je suis sorti par une sorte de crevasse située à flanc de montagne, dit-il. On rejoignit le sommet grâce à un chemin très étroit. Ils marchèrent sur des rochers et s'arrêtèrent près d'un ravin. Dalgange montra du doigt un sentier qui descendait vers un trou creusé dans la roche. C'est là, j'en suis sûr, s'exclama-t-il. Allons-y, proposa Paul. Le moment était très important et les trois amis le savaient. Ils ne disposaient à cet instant précis d'aucune protection. Ils étaient totalement vulnérables. Impossibilité de se cacher quelque part, de se défendre, ils offraient aux envahisseurs une cible rêvée. Ils dévalèrent ce chemin en évitant de faire du bruit et s'arrêtèrent devant la crevasse. Elle avait indiscutablement été construite par une intelligence supérieure car ses bords étaient bien délimités. L'avantage que nous avons, murmura Dalgange, c'est qu'ils sont encore assez peu nombreux et pas tout à fait équipés. C'est pourquoi j'ai réussi à m'en sortir. Le gros de leur force n'est pas arrivé. Ils franchirent le seuil de cette crevasse avec une visible appréhension car ils craignaient de déclencher un signal d'alarme, mais rien ne se produisit. Ils marchèrent sur un sol légèrement glissant, puis débouchèrent dans un tunnel dont les parois étaient luminescentes. Ils continuèrent à avancer plus lentement, prêts à réagir contre une éventuelle attaque. Au fur et à mesure qu'ils progressaient dans ce boyau étrange, le sifflement perçu au dehors devenait plus violent, plus agressif. Et soudain, ce fut comme s'ils débarquaient dans une moderne caverne d'Ali Baba. Ils atterrirent dans une gigantesque grotte. Il y avait là un vaisseau spatial d'une centaine de mètres de long et des tas de robots qui se déplaçaient sur des sortes de coussins d'air. Partout, des lampes clignotaient, dans des coins des ordinateurs énormes. Ingurgitaient des millions de données. Ils venaient de pénétrer dans le centre de direction des envahisseurs. « Vite, filons !» cria Paul. Mais quand ils se retournèrent, ils se trouvèrent nez à nez avec des êtres minuscules, d'une trentaine de centimètres de hauteur. Ils étaient hideux, leur nez était une trempe verdâtre, leurs yeux étaient composés de deux billes rondes, sans cils ni sourcils, et leur bouche était insignifiante. Dalgange voulut les frapper pour s'enfuir, mais son coup de poing ne rencontra que le vide. On aurait dit que ces choses étaient faites en gélatine qui s'effaçait quand elle le voulait. Il y eut dans la grotte comme un immense éclat de rire, et une voix caverneuse annonça. « Nous vous cherchions, Thérien. Merci d'être venu à nous. » Paul Dalgange et Hildy se consultèrent d'un regard. Ils comprenaient qu'on leur avait tendu un piège, et que depuis le début, les envahisseurs savaient qu'ils allaient arriver. C'était probablement la raison pour laquelle ils n'avaient éprouvé aucune difficulté à pénétrer dans la crevasse. « Que nous voulez-vous » demanda Paul. « Vous ne le devinez pas, docteur Latier » répondit la voix. Les trois terriens isolés dans ce quartier général des envahisseurs ne pouvaient pas tenter grand-chose. Pourtant, il dit, peut-être moins surveillé que les deux hommes, décida d'agir. Elle fonça vers l'ordinateur résolue à le détruire, mais avant qu'elle l'ait atteint, un rayon fulgura du navire et la frappa. Elle tituba, ses jambes fléchirent, et elle s'étala de tout son long sur le sol. « Que lui avez-vous fait » hurla Paul.
Rassurez-vous, rien de grave. C'est un rayon somnifère à effet très rapide. C'est le même traitement qui vous est réservé. Deux autres rayons furent tirés de la navette. Les savants essayèrent de lutter contre l'engourdissement qui les gagnait, mais ils ne purent résister très longtemps, et ce fut avec colère qu'ils s'écroulèrent eux aussi endormis. Paul se réveilla difficilement, eut du mal à ouvrir les yeux. On aurait dit que son corps était passé à la moulinette. Il se sentait vaseux. La pièce dans laquelle il se trouvait était petite, très éclairée, et ne comprenait comme meuble que le lit sur lequel il était allongé. Les murs ressemblaient à des parois de navire lisse, sans décoration. Il voulut se redresser, mais tout tourna autour de lui et il préféra demeurer couché. Il régnait un silence qu'en d'autres occasions il aurait qualifié de reposant, mais cette fois-ci c'était plutôt inquiétant. Il ne chercha pas vraiment à réfléchir. La situation était trop claire et dramatique pour la Terre et les terriens. Les envahisseurs pouvaient remporter la partie. Installé sur le sol de la planète bleue, il leur était possible de tout contrôler et de dicter bientôt une loi implacable. Comment pouvait-il agir, lui? Il ne voyait pour l'instant aucune solution. Une portion de paroi pivota sur elle-même et un individu entra. Paul se redressa. Ce n'était pas vrai, il avait des hallucinations. L'homme qui venait de faire irruption dans cette pièce possédait exactement les mêmes traits que lui, la même démarche, le même sourire. C'était l'androïde qu'on avait fabriqué à partir de ces données et le résultat était exceptionnel. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Mon cher Paul, il y a deux Latier, répondit la machine. Sa voix était à 100% identique à la sienne. Incroyable. Il y a un vrai et un faux. Non, il y en a deux et un en est de trop. Vous, un frisson courut dans le dos du terrien. Il se leva d'un bond. Est-ce que vous avez l'intention de me faire disparaître? Cria-t-il. Qu'avez-vous fait des autres savants? Nous ne faisons disparaître personne, mon cher Paul. Nous vous plaçons en réserve et nous vous ressortirons quand nous aurons conquis la Terre. À ce moment, vous pourrez nous être utiles. Pour l'instant, vous allez rejoindre vos compagnons. Où? Dans notre centre de stockage des intelligences terriennes, ici même. Venez. Ses yeux virèrent au rouge vif, et Paul eut l'impression qu'une force extraordinaire l'obligeait à obéir. Il suivit l'androïde à travers un interminable couloir. Au fur et à mesure qu'il avançait, son énergie redevenait normale. La machine devait avoir limité son pouvoir sur lui, car elle ne le considérait plus comme dangereux. C'était là la différence entre un homme et un robot, car Paul possédait les moyens de réfléchir et de décider d'une manière autonome. L'automate ouvrit une porte et pénétra dans une pièce aux parois tapissées de boutons multicolores. Il s'approcha d'un tout petit clavier et pianota quelques chiffres. Aussitôt une ouverture apparut. « Vous allez descendre par ce conduit, dit-il à Paul. Vous allez rejoindre les vôtres. » Il eut un sourire sûr de la puissance que lui octroyait son savoir, mais le jeune terrien n'était pas disposé à se laisser faire. Il se rua sur l'androïde et le frappa en pleine poitrine, puis il chercha quelque chose dans son dos. Il devait bien y avoir un bouton ou une manette qui permettait de diriger cette machine. Il toucha un minuscule point, une infime grosseur et appuya de toutes ses forces dessus. Le robot cessa de se débattre, puis ses yeux devinrent vides. Paul se redressa, épongea son front ruisselant, puis souleva l'androïde et le jeta dans l'ouverture. Il revenait de loin, mais la partie n'était pas encore gagnée. Il s'en fallait de beaucoup. Il devait prendre une initiative, mais laquelle? Il lui était quasiment impossible de délivrer pour l'instant d'Algange, et il dit. Il devait rester libre, et pour cela il ne pouvait pas tenter de sortir ses amis d'où ils étaient. Il quitta la pièce, marcha dans le couloir, essayant de s'orienter. S'il parvenait à détruire l'ordinateur, il était presque certain de démanteler les forces vives de ces extraterrestres. Il remarqua une porte sur le côté, l'ouvrit et jeta un œil à l'intérieur. Elle donnait sur une salle presque semblable à celle dans laquelle l'androïde l'avait fait entrer. Rien de très intéressant. Il poursuivit sa progression et parvint finalement au bout de ce couloir. Il écarquilla les yeux dans un immense hall. Collé contre une paroi, des armes étaient alignées les unes à côté des autres. Il y en avait au total près d'une centaine. Elles avaient la forme d'un pistolet, mais elles ne comportaient pas de détente, seulement un bouton vert. Paul en saisit une, la soupesa. Elle était très légère, mais elle était aussi probablement terriblement efficace.
Il eut alors une idée. L'ouverture par laquelle il avait fait disparaître l'androïde devait conduire aux prisonniers. Dalganche, il dit, mais également les autres professeurs. S'il balançait ses revolvers dans cette sorte de trappe, il fournirait à ses collègues un matériel dont ils pourraient faire une bonne utilisation. Il ne perdit pas de temps, s'empara d'une dizaine d'armes et fonça vers la salle. Le robot n'avait pas eu la possibilité de refermer cette ouverture et c'était une chance. Il jeta dans le conduit tous les pistolets et se précipita vers le hall pour en chercher d'autres. Une vingtaine de minutes plus tard, il en avait fini. Il n'avait conservé pour lui que 2 pistolets. Il marcha dans un autre couloir et parvint très rapidement au dehors. Il se trouvait dans un tunnel qui ressemblait à celui qu'il avait emprunté avec ses amis. Il devait donc donner dans la grotte gigantesque qui servait de centre informatique. Il respira profondément afin de diluer l'angoisse qui étreignait sa poitrine, puis avança, tous les sens en alerte. Le sifflement aperçu en arrivant dans cette région et qui s'était amplifié au fur et à mesure que lui et ses compagnons s'étaient approchés du cœur des envahisseurs, agressant une nouvelle fois ses oreilles. C'était un son très aigu, difficile à supporter pour les humains. Il devait provenir du système automatique en fonctionnement. Au bout de 2 minutes de marche, Paul atteignit l'entrée de la grotte. Il y avait toujours des dizaines de robots qui se déplaçaient sur des coussins d'air. Les lampes clignotaient sans interruption et les ordinateurs énormes continuaient à digérer des millions de données. Ces êtres devaient étudier la Terre dans ses moindres détails avant d'organiser sa colonisation. L'alerte n'avait pas encore été donnée, il pouvait bénéficier de l'effet de surprise. Son seul but consistait à détruire les ordinateurs. Il était persuadé que ces machines constituaient la force essentielle des envahisseurs. Il fit un pas à l'intérieur de la grotte et aussitôt une sirène retentit. Les robots se tournèrent tous vers lui et pointèrent leurs bras dans sa direction. Des centaines de rayons fulgurèrent, mais Paul s'était jeté à plat ventre et aucun ne le toucha. Il roula sur lui-même, s'arrêta près d'un monticule rocheux et tendit ses mains armées des 2 pistolets. Il appuya sur le bouton vert et de formidables rayons foudroyèrent une rangée d'automates. Le terrien faillit éclater d'un grand rire. Ça marchait, mais il n'était pas encore tiré d'affaire car des tas de machines arrivaient. Il semblait y en avoir une quantité impressionnante. Paul appuya sur les boutons verts de ses armes sans interruption et les rayons détruisirent de nouveaux robots, mais ce n'était pas suffisant. La riposte fut foudroyante et le jeune homme crut que tout était fini. Il ne pourrait jamais venir à bout de ses ennemis. Il lui faudrait atteindre les ordinateurs, mais il en était beaucoup trop éloigné. Soudain, la voix de Dalgange retentit. « Nous sommes là, on va te donner un coup de main. » Le professeur anglais et les autres savants avaient pu se libérer grâce à l'envoi des pistolets et ils débouchaient de l'autre côté des automates, tout près des centres moteurs. Paul cria. « Tire sur les ordinateurs, vite, détruis-les !» Ses amis obéirent. Aussitôt, les machines cessèrent de bouger et les lampes s'éteignirent. La perte de ces appareils priverait les extraterrestres de tout moyen de pression sur la planète bleue. Les savants foncèrent vers la sortie et ce ne fut qu'une fois au dehors qu'ils se permirent de respirer normalement et de sourire. Ils revenaient tous de loin. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Dalgange. « On prévient la police ?» Paul hocha négativement la tête. Il était certain qu'après cette défaite, ces êtres bizarres quitteraient la Terre. Pour très longtemps, peut-être. Pour toujours. Il y avait un enseignement à tirer de cette aventure. Les scientifiques de tous les pays devaient s'unir pour apprendre à lutter contre de nouvelles et possibles invasions. Il y allait de la survie de notre univers.